venu pour assister à cette side event, les droits de l'homme en Syrie entre réalité et désinformation. Car depuis 5 ans, et bientôt on est entré dans le 6e année, il y a une guerre menée contre la Syrie, et notamment une guerre médiatique et de diabolisation de l'État syrien avec ses symboles, la présidence, l'armée, y compris le drapeau de la Syrie, qui représente l'unité nationale. Nous avons invité à cette manifestation parallèle en marge de la 31e session du Conseil des droits de l'homme, Dr Aïssar Midani. Elle est franco-syrienne, présidente de la Fondation Descendants d'Ashtar, en arabe Ahfad Ashtar. Elle est aussi présidente de Nostia, Network of Syrian Scientific Arabes. Et docteur Damien Viguier, à ma droite, avocat en droit, et il est défenseur des victimes civiles du terrorisme en Syrie et en France. Moi-même, je modère cette manifestation, je m'appelle Ilyas Kouri. Tout d'abord, je voudrais dire 2 ou 3 mots avant que les orateurs commencent de faire leurs prestations. En tant que représentant de l'Union de juristes arabes, on se base sur le droit international, la Charte des droits de l'homme et la loi de droit humanitaire international. Et lorsque je parle de droit international, en premier lieu de la Charte des Nations Unies, qui mentionne dans les principes et les buts des Nations Unies la souveraineté des États et l'interdiction de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'État, en premier lieu. En deuxième lieu, ne pas menacer les voisins ou les autres États par l'usage de la force, non plus l'utilisation de la force. Depuis 5 ans, autour de la Syrie, on voit que des États régionaux et mondiaux, internationaux, notamment européens, qui menacent la Syrie d'intervention militaire, contrairement aux principes et au but de la Charte, sous prétexte de droits de l'homme, sous prétexte de défendre les civils. Et nous avons vu les actions de ces États contre la Libye et qu'est-ce qu'ils ont fait contre la population libyenne et ailleurs. Et aussi des États régionaux qui insistent jusqu'à présent pour destituer le président de la Syrie, président élu démocratiquement à 2 reprises. La dernière fois, c'était en 2014, au mois de juin. Et avec une proportion qui dépasse les 75% de la population qui ont voté pour le président. En se basant sur le droit de l'homme, et notamment le premier article dans les 2 pactes relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques, le premier article stipule
que l'autodétermination du peuple est un principe fondamental et chaque peuple a le droit de s'autodéterminer par des élections régulières et le peuple est la source de la souveraineté et du pouvoir et c'est lui par ses votations régulières et indépendantes, il choisit son régime politique, social et économique, y compris ses institutions comme la présidence. À partir de ces deux principes, nous constatons que la Syrie était victime, depuis 5 ans, d'une campagne monstrueuse de désinformation, de diabolisation par les médias qui ont déformé la réalité. Et à cet égard, nous voulons donner un autre éclairage sur la situation réelle en Syrie. Je laisse la parole maintenant au docteur Viguier qui vous parle de la question de défense des victimes du terrorisme en Syrie et en France. Docteur Starou. Merci. Donc la question que... Mais oui, mais c'est... On m'entend? C'est un aspect de cette propagande et de cette campagne de dénigrement systématique, un point très particulier du droit qui est l'accusation qui remonte à 2011 et qui est toujours d'actualité de crimes contre l'humanité dirigés contre le chef de l'État syrien en premier et les membres de son armée, une accusation qui va de pair avec évidemment le soutien de cette rébellion modérée, entre guillemets, ou des terroristes contre lesquels cet État est en lutte pour la protection de sa population. Alors, je voudrais simplement attirer l'attention sur une difficulté qui tient à la structure du concept de crime contre l'humanité. Et pour l'aborder, je vais prendre deux exemples chez des gens que dans le passé on pouvait soupçonner plutôt de colonialisme, c'est-à-dire chez les Français qui ont été confrontés au fameux événement d'Algérie. À l'occasion de cette guerre, entre guillemets, d'Algérie, des officiers français ont été amenés à établir une doctrine de lutte contre, donc, ce qu'on appelait le terrorisme. Et voilà en fait comment ils indiquaient qu'il fallait lutter contre le terrorisme et leur doctrine est passée, notamment par les écoles de guerre américaines, elle est passée dans la doctrine de tout le monde occidental. Galloula, dans son manuel, explique qu'il faut établir des zones de concentration de la population, parce que la donnée élémentaire à comprendre, ce qui caractérise le terroriste, c'est que vous ne pouvez pas clairement l'identifier. Le terroriste n'est pas, par définition, n'est pas un combattant en uniforme qui se distingue du civil. Il est, comme disait Mao Tse-tung, dans la population comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que les femmes, les vieillards, les enfants, tout un chacun est susceptible d'aider le terroriste et d'être à son tour même un terroriste. Il n'y a pas de frontière nette au sein de la population entre l'organisation terroriste et la masse de la population qui fait l'objet de cette lutte. Donc, Galloula disait,
il faut des zones de concentration de la population. Et en cas d'aggravation de la situation, Galoula, pendant la guerre d'Algérie, disait le loyaliste, c'est-à-dire le militaire qui défend l'ordre de l'État établi, doit se poser la question de la déportation de la population, comme cela a été fait en Malaisie, au Cambodge, en Algérie, et comme on l'observe actuellement au Sud-Vietnam. Donc, et il disait, la déportation est clairement une mesure extrême, un aveu de faiblesse de l'État agressé. Un autre officier français, Trinquier, expliquait que, de la même façon, il fallait rassembler les habitants dans les villes par quartier, cloisonner les quartiers, contrôler les entrées et les sorties, interroger la population. Il expliquait que pour extirper l'organisation terroriste du sein même de la population, celle-ci, la population, sera durement bousculée, rassemblée, interrogée, fouillée. Alors, il disait, nos ennemis ne manqueront pas d'exploiter cette situation pour les besoins de leur propagande. Bon. Alors, il faut avoir en tête ces données objectives de ce qu'on appelle, quand on est du côté du bien, la lutte contre le terrorisme. On a en tête ce seul exemple, le rassemblement et la déportation des populations. Ça, c'est pour les faits. Si je me réfère à l'aspect juridique des incriminations, je me reporte au traité de Londres, qui a servi donc au jugement de Nuremberg, et au code pénal français, qui parle des crimes contre l'humanité, qui reprend la même définition que celle adoptée dans le traité de Rome, qui a établi la Cour pénale internationale. On a, parmi les crimes contre l'humanité, la définition suivante, la déportation, commise contre toute population civile. Et on a même d'autres concepts, les persécutions, mais c'est un concept extrêmement large, la persécution, etc. Bon, on est donc confronté, en tant que juriste, à ce problème de voir que dans des contextes provoqués, voulus, choisis, de désordre, de chaos instauré, on est dans des situations où les concepts juridiques deviennent très difficiles à manier. Aujourd'hui, je propose, je fais l'hypothèse, en fait, d'une structure qui serait que vous avez, dans ce genre de situation, une relation toujours, pour comprendre, entre l'État et la population. À partir de là, on rentre quasiment dans la théorie politique, parce que vous avez deux types d'États. Soit vous avez un État supposé être une démocratie. Alors on va parler de lutte contre le terrorisme, et la population va être dite menacée par le terrorisme. Soit vous avez un État qui est supposé être une dictature, et alors on va parler de résistance, et le même comportement dans un cas et dans l'autre va être qualifié de crime contre l'humanité. Vous avez comme ça un chiasme, crime contre l'humanité, lutte contre le terrorisme, qui fonctionne en couple de la même façon, on l'a souvent remarqué, ce n'est pas une découverte, que résistants et terroristes fonctionnent en couple, pour une réalité qui est exactement, objectivement, la même. Et c'est là que on rejoint le thème donc, de cette conférence, réalité et désinformation. La réalité ne nous est jamais donnée brute, elle a besoin d'être informée, déformée, et c'est pour ça que je parlais de ça. Alors je pourrais poursuivre en vous parlant du phénomène, j'ai parlé de l'extérieur,
en fait, je pensais à l'attitude de la France vis-à-vis de la Syrie, car c'est la France qui accuse Bachar el-Assad de crimes contre l'humanité, c'est la France qui aide les terroristes en Syrie, mais il y a aussi, pour la réflexion juridique, à se pencher sur l'attitude de la France vis-à-vis de ce qu'elle dit être des terroristes sur son sol. Ça permettrait de compléter le tableau, mais ce n'est pas mon objet, donc je m'arrête là et je vous remercie de votre attention. Merci, Maître Viguier. Vous avez présenté un sujet juridique, mais très intéressant, et j'espère qu'il va susciter des questions, car je vais essayer de laisser un quart d'heure à la fin de cette séance aux questions pour répondre à vos interrogations. Maintenant, je donne la parole au docteur Midani. Comme je l'ai présenté, elle est la présidente de Fondation d'Ashtar, de descendants d'Ashtar. Alors, bonjour. Donc, on commence effectivement en Syrie. Je présente la carte de la Syrie avant Sykes-Picot. Donc, c'est vraiment la Syrie il y a exactement 100 ans aujourd'hui, telle qu'elle était sous le règne ottoman. La Syrie d'aujourd'hui, c'est celle-là, en fait, avec ce drapeau et puis l'État syrien légitime, comme disait notre ami Elias Khoury, avec le président Assad qui a été aussi élu en 2014 pour la deuxième fois. Avec un pourcentage assez important, il était élu avec une participation de 73% de la population et un score de 88% des votes exprimés. La suivante, s'il te plaît. La Syrie donc se bat contre le terrorisme depuis 5 ans. Des groupes de terroristes différents, de différentes obédiences, en fait, ont toujours été, sont là, sous différentes appellations, Daesh, Jabhat al-Nusra, Jaish al-Islam, Ahrar al-Islam, et des dizaines de noms qui ont été recrutés, entraînés, soutenus et armés par des pays de la région et aussi par les djihadistes de 95 pays différents. Donc maintenant, les chiffres varient entre 95 et 130 pays, ça dépend des pointes. On a des djihadistes de tous les pays du monde qui viennent faire sévir en Syrie. Alors, ça a été systématiquement des destructions systématiques de l'infrastructure, des réseaux de distribution d'eau, etc., les récoltes, les silos de grains, les centrales électriques, les raffineries de pétrole, le blocage des eaux aussi, et destruction des chemins de fer et des routes. En fait, leur objectif, c'était toujours de couper les routes et de nuire à la population. Les hôpitaux ont été attaqués, les écoles ont été attaquées, des attaques aux voitures piégées à côté de rassemblements de complexes scolaires, en fait, qui ont eu lieu à plusieurs reprises, centres de recherche, les lieux de culte, etc. Donc, contre la population civile, aussi des attentats aux voitures piégées, des francs-tireurs. Les paysans n'arrivent même pas à aller sur leurs terres, ils se font tirer sur leurs terres par ces terroristes. Donc, des massacres systématiques de la population. Il y a des villages entiers qui ont été massacrés et des gens. Mais il y a aussi des sièges de quartiers entiers, voire de villes entières, les privant d'eau, d'électricité, de vivres. Je rappelle, Alep est aujourd'hui presque depuis 2 ans sans eau, sans électricité. Nubul et Zahra, Kafaria, Foua, et la liste est grande. Ce sont des villes et des villages assiégés par les terroristes, sans parler aussi de ce qui a été libéré aujourd'hui, comme Quérès, comme l'aéroport de Quérès et d'autres villes.
Bon, donc il vise aussi les professionnels de l'information, les professionnels du corps médical. Je rappelle qu'il y a eu plus de 38 personnes de l'information, comment dire, attachés de presse de la Al-Akhbariya qui ont été tués. Le corps médical, les médecins, les chirurgiens, les infirmiers, les kinés sont pratiquement visés systématiquement, des têtes coupées, des bras mutilés, des bras coupés, etc., des gens éventrés. Les enseignants, les étudiants, les élèves par des attaques aussi contre les universités. Comme par hasard, les jours de l'examen, il y a une voiture piégée qui saute au sein de l'université ou à côté de la cafétéria ou à côté des lieux de rassemblement des étudiants. Le corps sportif aussi, 130 sportifs de haut niveau ont été tués. Bon, donc tout ceci dans un blocus total et dans un mutisme total de la presse européenne, qui occidentale, je peux dire, c'est-à-dire américaine et européenne, et aussi la presse arabe qui est liée à ces presses-là, cette presse-là qui est donc la presse de Al-Arabiya, Al Jazeera, etc. Donc, ça a été martelé. Alors, je peux dire, l'ONU n'a reconnu la présence du terrorisme qu'en 2013. Alors, ça, c'est un fait. C'était toujours, pour eux, jusqu'à maintenant, jusqu'à 2013, une révolution. C'est le dictateur qui tue son peuple. C'est des versions martelées par les médias. Et on se pose la question, où est le respect de la charte de l'ONU et tous les rapports qui condamnaient le dictateur syrien et qui tue son peuple alors qu'il défend son peuple contre le terrorisme. Donc tout a commencé en mars 2011. La Syrie n'a agressé personne. Les dirigeants des pays USA occidentaux se sont tout de suite mêlés de la situation en disant qu'il faut que Assad parte. Une campagne médiatique de mensonges et de faits inventés, des ingérences manifestes dans les affaires du pays parce qu'ils voulaient imposer des gens de l'extérieur qui sont leurs agents au gouvernement, au pouvoir, etc. Et ça continue d'ailleurs, puisque maintenant on assiste à des discussions avec une délégation dite de l'Arabie Saoudite, la délégation de Riyad, à la tête de laquelle ils ont osé mettre un chef terroriste, c'est le responsable de Ahrar al-Sham, en fait ceux qui occupent Douma depuis 5 ans maintenant et qui tuent la population et qui mettent la population dans des cages et qui les mettent sur les toits des immeubles pour se protéger, des immeubles qu'ils occupent eux pour se protéger d'une éventuelle riposte du pouvoir, de l'armée. Et aussi exige du président de quitter. Alors, vous voyez là une des manifestations de soutien au président et le peuple syrien a réagi dès 2012 et des mêmes taux en 2011 aussi contre toutes ces ingérences et contre l'ingérence de tous ces pays. Vous voyez les kilomètres de personnes. Je tiens à vous dire que les médias occidentaux ont présenté cette photo avec un filtre vert en disant que ce sont des manifestations contre Assad. Donc voilà. Les USA et les Occidentaux ont répondu aussi par le terrorisme à ces grandes manifestations que vous voyez, de soutien au pouvoir syrien et contre les ingérences étrangères. Robert Ford, ambassadeur USA, a été chargé de recruter des escadrons de la mort. L'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar ont recruté, armé et continuent à le faire et entraînent sur leur territoire. La Turquie, la Jordanie, le Liban laissent passer les terroristes et jusqu'à aujourd'hui, je tiens à vous dire que récemment, les photos satellites des Russes ont montré à quel point la Turquie coopérait avec Daesh
et racheter le pétrole de Daesh. Et ils étaient très très gênés, les Turcs, gênés et même affolés lorsque la Russie, en accord avec la Syrie et en accord avec qui a été appelée en fait pour coordonner avec l'armée syrienne, que les bombardements russes ont attaqué toutes les citernes qui achetaient le pétrole de Daesh à bas prix, et c'était presque des tubes entiers qui partaient de l'Aqqa jusqu'à la Turquie pour être vendus après, plus tard, à Israël et autres. La France et l'Angleterre préparent les cadres politiques, recrutent et médiatisent le CNS, la coalition, etc. La Syrie vit au rythme du terrorisme donc depuis 5 ans, les kidnappings, les rançons, et se bat, a toujours bien coopéré avec l'ONU, alors que l'ONU ne reconnaît même pas effectivement le fait terroriste, pas avant 2013. Donc la Syrie a coopéré avec l'ONU, elle a bien accepté la commission d'enquête de la Ligue arabe où le rapport a été occulté. Il notait des actes de violence contre l'armée, d'ailleurs c'était pour ça qu'il a été occulté, et la présence d'hommes armés parmi les manifestants. L'amnistie et la libération a eu lieu quand même. L'État syrien a amnistié et libéré 5152 détenus déjà en 2013. Donc, les différentes missions de discussion, la mission Kofi Annan, normalement, par la suite le général Mood, Lakhdar Brahimi, et aujourd'hui la mission de Mistura. Et le terrorisme continue. En fait, le Kofi Annan, il avait démissionné en disant que tous les pays disaient des choses qu'il ne faisait pas. Il n'a pas précisé qui c'était. Le général Mood, quand il est parti, en disant que de toute façon, il a failli, il n'arrivait pas à réussir cette mission, c'était bien parce que effectivement, il y a des pays qui disent des choses et qui font le contraire. Et de Mistura, jusqu'à maintenant, Lakhdar Brahimi, il déclare il y a 2 jours en disant que de toute façon les États-Unis et les pays occidentaux auraient dû faire confiance à la proposition russe il y a 4 ans et que les problèmes auraient pu être réglés il y a 4 ans en Syrie. Bon, aujourd'hui, la mission de Mistura, et vous connaissez les détails, aujourd'hui on est à Genève, dans le congrès Genève 3, pour les discussions avec une opposition soi-disant gardée comme opposition, signée comme opposition, alors que ce sont des agents de Qatar, de Riyad et de la Turquie. Impact sur la population, là je donne quelques chiffres. La réalité et la désinformation, l'impact sur la population, on en est à 250 000 morts, 1,5 million d'handicapés, des dizaines de milliers de disparus, plus de 60 000 kidnappés, 5,6 millions de personnes de déplacés intérieurs, 11 millions de personnes dans le besoin, 1,7 personnes retour qui sont revenues quand même dans leur village, et 2 millions, pardon ? Ouais, et 2,6 millions personnes déplacées extérieures. Donc les personnes déplacées extérieures se trouvent dans les camps de réfugiés de la Turquie, du Liban et de la Jordanie. Je tiens à dire la Turquie joue quand même la pression avec les réfugiés sur toute l'Union européenne et sur tous les pays de l'Union européenne. Les destructions terroristes, 22 162 bâtiments administratifs, ça vous donne une idée quand même. On peut continuer à dire c'est Assad qui tue son peuple, mais Assad, il détruit aussi les bâtiments administratifs, etc. etc. Donc 22 162 bâtiments administratifs qui ont été détruits, 420 sites historiques endommagés ou détruits, 1210 écoles, dont 208 hors service complètement, 49 hôpitaux, des grands hôpitaux, en fait, fonctionnent normalement sur 113, qui étaient 113, et dont 29 complètement détruits et 35 partiellement.
468 structures polycliniques qui ont été détruites sur 1783. 438 fonctionnent partiellement aujourd'hui. 93 voitures équipées, les voitures d'urgence médicale, qui ont été détruites et 325 hors service. Alors, impact, la désinformation, elle est où? Parce que toutes ces informations, elles sont occultées, où on dit c'est l'État d'Assad qui détruit son pays et qui tue son peuple. L'État syrien œuvre à une réparation rapide. Le blocus économique que mènent les États occidentaux contre la Syrie ne fait qu'aggraver la situation et surtout aggrave la rapide réparation et le recouvrement du pays, parce qu'il y a effectivement une volonté de réparation rapide, mais on arrive à avoir seulement 35% des sommes nécessaires pour et 30 millions et des sommes nécessaires à cause justement du blocus. Par ailleurs, on dit beaucoup que l'État syrien n'aide pas à ne facilite pas l'aide humanitaire. On dit aussi que, alors que finalement, l'État syrien participe, 30 millions de paniers ont été distribués. Les vaccins aussi, il y a toujours des campagnes de vaccins, même dans les lieux chauds qui sont dominés par les terroristes. On arrive à faire passer les vaccins et les livres scolaires et les médicaments pour la population et l'aide alimentaire. Et par contre aussi, il faut savoir que les terroristes tiennent la population sous blocus. Je tiens à signaler que tous les salaires sont payés aussi, y compris jusqu'à présent, y compris dans les zones dominées par les Daesh et compagnie. Alors au niveau de l'enseignement, je passe en vitesse la réalité. Alors la désinformation qui dit c'est l'État syrien qui encercle la population, qui empêche l'arrivée des vivres, qui et des médicaments. On parle de Madaya. Vous avez tous entendu parler de Madaya lorsque les terroristes ont été dans la catastrophe, étaient vraiment des faits. On commence à ouvrir les histoires du plan humain, humanitaire, Madaya, etc. Alors qu'à Madaya, il n'y avait plus de population, il n'y a que les terroristes. Toute la population a été hébergée à Damas et dans les quartiers autour de Damas, dans des centres d'hébergement. Alors, je rappelle aussi l'histoire du chimique, hein, le pouvoir qui a été accusé par des crimes contre la population, comme c'était... Et pendant 2 années, on nous a martelé, y compris Kerry, Hollande, Fabius, etc., que c'est Assad qui a utilisé le chimique contre la population, alors que tous les rapports, y compris les rapports de l'ONU, le Seymour Hersh, etc., démentaient complètement, qui disaient effectivement s'il y a eu du chimique, des armes chimiques qui ont été utilisées, elles ont été utilisées par les terroristes. Alors là, vous avez une série de références, les rapports de Seymour Hersh et de la MIT. Et donc, aujourd'hui, les décisions quand même du Conseil de sécurité, les décisions 2253, 2254, reconnaissent la priorité de la guerre contre le terrorisme. Les pays de la région, par contre, rien n'a été fait. La Syrie continue à combattre le terrorisme avec ses alliés. Par contre, les pays de la région qui font partie de l'ONU soutiennent le terrorisme et les preuves ont été données à l'ONU aussi bien par le pouvoir syrien et aujourd'hui par la Russie avec les images satellites qui le montrent. L'ONU couvre ces pays-là de la région et aussi les pays qui sont dans l'OTAN. Donc l'ONU les couvre, il n'y a pas de sanctions contre ces pays qui alimentent clairement le terrorisme, qui ne s'en cachent même plus, mais on maintient des sanctions contre tous ceux qui le combattent. La Syrie et la Russie aujourd'hui sont objets de sanctions occidentales.
alors que ce sont les deux qui combattent le terrorisme. Et aujourd'hui, la coalition contre Daesh dirigée par les USA, on a bien vu qu'elle est très peu efficace, qu'elle refuse de coordonner avec l'armée syrienne, alors que la Russie invite à la coordination avec elle, en fait, invite les États-Unis. La coordination russo-syrienne est très efficace. L'armée syrienne reprend le contrôle d'une grande partie du territoire. Et pendant ce temps, et de manière sine qua non, il y a des réconciliations en grande partie. Il y a un retour sur les positions. Il y a plus de 70 organisations qui ont demandé aujourd'hui, qui ont demandé à revenir sous l'aile de la patrie, en fait. Hein. Et donc l'accord aujourd'hui de du cessez-le-feu, entre guillemets, est très efficace dans ce sens. Il y a beaucoup d'organisations qui rendent les armes et qui disent nous on veut revenir à la patrie, en fait, au sein de la patrie. Mais quand même, on voit quand même dans les discussions qui sont menées sous l'égide de de Mistura à Genève 3, on voit quand même que la délégation de Riyad a à sa tête comme grand négociateur un chef de la dite opposition, mais c'est un chef d'une des factions terroristes. Alors ça, pour moi, c'est vraiment une grande honte pour l'ONU d'accepter un chef terroriste comme responsable d'une délégation qui veut parler. Donc aujourd'hui, le cessez-le-feu, il est important, en fait, et il est important de le faire durer. Les violations qui sont faites par les terroristes toutes les violations d'ailleurs sont enregistrées, mais il n'y a que des violations qui sont faites par les terroristes. Ce que nous demandons, nos exigences, on demande l'application de la charte de l'ONU, la non-ingérence, et on demande des sanctions, et on exige des sanctions contre tous les pays qui soutiennent le terrorisme et contre toutes les chaînes médiatiques qui agitent le terrorisme et qui appellent à la haine, qui appellent au confessionnalisme et qui appellent à la tuerie. Et merci beaucoup. Pardon, dernier point, la levée des sanctions contre la Syrie, c'est très important puisque c'est contre la population et contre le seul peuple qui se bat contre le terrorisme, mais pour le monde entier. Et j'arrête là. Merci beaucoup. Merci, docteur Medani. Avant de donner la parole à l'Assemblée, à l'assistance, je voudrais faire quelques remarques brièvement. Tout d'abord, votre définition de résistant et de combattant et de terroriste, je peux vous assurer, cher maître Damien, que les terroristes qui opèrent en Syrie n'obéissent à aucun règlement, aucune loi, aucune convention, ne respectent rien du tout, sont des sauvages qui tuent, qui détruisent et qui excluent les autres sous prétexte confessionnel ou n'importe quel prétexte, ou bien pour envoyer les gens en migration. Et cette migration a été utilisée par la Turquie et par d'autres pays pour inonder l'Occident et faire un problème, aussi un problème de discrimination raciale en Occident, et si tout ça c'est planifié. Je ne veux pas rester longtemps sur cet aspect. Comme Mme Medani l'a expliqué, il y avait des tentatives d'États européens et d'États régionaux de faire un échec à l'existence de l'État syrien pour leur donner une raison d'intervention au nom que c'est un État en faillite. Donc, l'intervention militaire est légitime. Et ça n'a pas passé comme ça, car la résistance du peuple syrien et de l'armée syrienne, avec les amis de la Syrie, ont fait échouer cette tentative. Je voudrais vous signaler que
il y a un journal bimensuel qui s'appelle Horizon et Débat et qui a consacré la moitié de ses pages à la Syrie. Et sous le titre « La paix a également besoin de vérité ». Et le premier témoignage, c'était l'ambassadeur de l'Inde qui restait 6 ans en Syrie pendant l'époque, pendant que les événements ont commencé. Il confirme que la guerre en Syrie a été fomentée de l'extérieur. C'est le journal daté de 8 février, numéro 3. Il y a d'autres articles qui dénoncent les tentatives des grands médias pour déformer la réalité comme nous avons souligné tout à l'heure. Troisième remarque que je voulais vous dire, que maintenant il y a la commission d'enquête indépendante, soit disons indépendante de l'ONU, qui fait un rapport falsifié contre la Syrie depuis 5 ans. Et comme Mme Midani l'a dit, qu'on n'a pas reconnu l'existence des terroristes en Syrie que jusqu'en 2013, moi j'ai vécu l'expérience, j'ai dénoncé l'existence de groupes armés financés de l'extérieur, armés de l'extérieur, entraînés par l'extérieur, contrairement à toutes les résolutions de l'ONU depuis 1970. Et notamment la résolution de l'Assemblée générale en 1970, numéro 26/25, qui préserve l'indépendance des États et qui prohibe l'entraînement des groupes armés subversifs qui les envoient dans d'autres États pour déstabiliser un régime ou un gouvernement. Car dans la Charte des Nations Unies et les conventions internationales, il n'y a pas un seul texte qui permet de renverser un État ou un régime ou un gouvernement de l'extérieur. C'est pour cette raison, cette commission, elle contribue d'une manière directe et indirecte à la diabolisation de la Syrie, car ils mettent la responsabilité, 90% ou 90% de responsabilité sur l'État syrien de ce qui se passe. Et en ce moment, ils mentionnent timidement qu'il y a des groupes armés, des terroristes et des groupes qui combattent contre le gouvernement. Je m'arrête là et je vous laisse la parole pour poser des questions. Madame. Je vous prie de donner le nom et l'organisation à qui vous êtes attaché. Seria Magda, je travaille avec le collectif de femmes pour le droit de l'homme. En fait, je souhaite parler en anglais, mais quand même, si votre invitateur sont français, je préfère que je parle en français. Et je vous dis, en fait, je ne sais pas comment je parle, mais en fait, j'espère que Bachar el-Assad, il est le président de madame et monsieur. Et nous, monsieur Hollande, chez nous, c'est lui le président de la Syrie. Comme ça, on a essayé de savoir quelle démocratie vous parlez, sœur. Et c'est quel terroriste aussi vous parlez, parce que si vous ne connaissez pas, à la France seulement, on a des réfugiés. Vous pouvez aller leur demander si les terroristes, c'est Daesh, c'est Nusra, c'est Tahrir, c'est Gash Tahrir, c'est n'importe lequel, ou c'est Bachar, la raison de votre quittance de les Syries. En fait, je ne blâme pas jamais Bachar el-Assad et n'importe lequel des dictateurs dans les pays arabes ou dans tout le monde, s'ils savent l'importance de civils françaises qui sont vraiment éduqués sur la base de la Révolution française, qu'on a étudié pour nos enfants, qu'on apprend pour nous en raison de vivre et résistant, et maintenant vous parlez sur quelque chose n'est pas justifié, pas des vidéos, pas des films, pas des recherches. Vous-même, vous faites rien du tout et vous parlez aujourd'hui sur la démocratie de Bachar el-Assad.
Quelle démocratie, madame, vous parlez sur? Il n'y en a pas d'élection, vous connaissez ça bien. Dans tous les pays arabes, ce n'est pas seulement les Syries, c'est tous les pays arabes. Et votre support pour les dictateurs dans tout le monde, et nous donne le touriste qui vous perd. Nous sommes ici en attaque de la terroriste à cause de vous et votre avis. Arrêtez-vous de vraiment se moquer des gens. Parlez ce qu'est la vérité. Dites qui la vérité, s'il vous plaît. Bon. Et on a dit un assassin, un terroriste qui s'appelle Bachar el-Assad. D'accord, je vais répondre. Alors, mais, chère madame, oui, bien sûr. Alors, moi, je ne défends ni je... Elle s'en va. Non, ben c'est bien. Alors, on ne répond pas. Mais c'est pas la peine de répondre. Non, Oui, si, c'est pas la je vais peine. répondre quand Ça même. mérite Non, pas non, une mais réponse. moi, si vous voulez, moi j'ai adopté en tant que Français une ligne très claire, dès le départ, dès 2011. Oui, je n'accuse, ni je ne défends le président Bachar el-Assad. Ce n'est pas mon rôle et les Syriens sont assez grands pour le faire eux-mêmes. En revanche, je condamne, en tant qu'occidental et en tant que Français, la honte pour l'humanité. Je condamne l'agression ignoble dont la Syrie fait l'objet de la part des Français, des Israéliens et des Américains. Voilà ma position. Monsieur, Oui. monsieur, juste en face. Oui, avant de vous donner pour poser votre question, je voulais dire que c'est ce qu'on a assisté maintenant, c'est l'esprit du terrorisme, l'esprit du fascisme qui ne tolère pas d'écouter le point de vue de l'autre. C'est ça le terrorisme, l'exclusion, de rejeter même l'existence physique des autres. Merci. Je vous en prie. Le micro, s'il vous plaît. Yeah, hi, Bassam Aloni from GNRD, Global Network for Rights and Development. I'd like first to thank the distinguished panelists for this presentation and ask, how can Syrian human rights be protected when we see so many regional and international powers fueling the crisis inside Syria rather than trying to put a prompt end to the crisis? And the fact that there are 1,700, and I repeat, 1,700 armed militia, ranging from jihadists to gangs, who are actually kidnapping members of rich Syrian families for ransom, and also the inability of the international community to stop the bloodshed. Again, I repeat my question, how can Syrian human rights be protected in the face of these shocking and grim facts? Thank you very much indeed. Monsieur demande, il dit comment peut-on préserver les droits humains et dans un pays où il y a 1700 organisations qui sont organisations terroristes qui s'attaquent à la population. Et en fait, comment ose-t-on parler de droits humains dans ce cas-là? Mais de l'autre côté, il demande comment on peut se débarrasser de ces 1700 organisations terroristes et comment on peut arriver à avoir à nouveau une Syrie qui vit, quoi, normalement. Have I been okay with your question, please? The translation was okay. I only. Il y a des. Il y a une traduction. Sorry, I'm sorry. Okay. Ok. Donc la réponse, c'est que effectivement aujourd'hui, l'État syrien. Il y a une traduction de toutes les langues. Moi, je pensais seulement en arabe. Français et anglais. Oui,
Et donc anglais, il a traduit. Non, mais il y a la traduction en anglais, il faut voir chercher le canal. D'accord, ok, pas de problème. Je peux vous répondre, en fait, aujourd'hui, avec la coordination, la coordination Russie-Syrie, il y a eu une très grande avancée, effectivement, dans la, face aux organisations terroristes. Et il y a plus de 70 organisations qui se sont rendues, d'une part. D'autre part, les lieux de Daesh, tous les quartiers généraux de Daesh, beaucoup de quartiers généraux de Daesh ont été bombardés par l'aviation russe. Je peux dire qu'il y avait 1680 qui ont été bombardés en fin 2015, donc à partir de septembre jusqu'à fin 2015. Et aujourd'hui, depuis 2016 jusqu'à maintenant, il y a eu 1500 quartiers généraux qui ont été bombardés aussi de Daesh. ميسم بليز خليك هيك لأنه عم توقف بوشه للشخص. شكرا لك. Alors donc, effectivement, la coopération, je peux dire, entre l'armée syrienne et l'armée russe est très efficace et on avance, et de plus en plus, tous les matins aujourd'hui, il y a pratiquement une quarantaine de villages qui sont libérés par l'armée syrienne. Ça, c'est un présage comment dire, très optimiste pour nous. La population syrienne commence à se rendre compte, en fait, à être un peu plus relaxée, si on peut dire. Mais face à ça aussi, il y a énormément de demandes de réconciliation de la part de la population. Donc il y a des réconciliations qui marchent, je peux dire à Dera, à Yarmouk, au camp Yarmouk, c'est sur le point de se faire. Dans les banlieues de Homs, de Hama, de Deir ez-Zor aussi, il y a beaucoup de réconciliations qui se font en même temps. Je peux dire aussi que le grand travail du gouvernement syrien fait que aussi il y a des amnisties qui accompagnent tout ce travail. Donc en fait, on avance sur 3 plans. On avance sur le plan militaire, sur le plan de la réconciliation et sur le plan de la réintégration de ces gens qui ont été trompés ou qui ont pris les armes à un moment donné et qui se repentent aujourd'hui, de leur réintégration dans la société. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, madame Midani. Et pour ajouter, ce qu'il a expliqué madame Midani, c'est à l'échelle intérieure. Mais à l'échelle extérieure, il faut appliquer les résolutions des Nations Unies, notamment de la lutte contre le terrorisme, prises dans le cadre du chapitre 7 des Nations Unies. C'est obligatoire, mais comme on a souligné que des États régionaux, même des États internationaux, ne respectent pas, n'appliquent pas ces résolutions. Et maintenant, le terrorisme se propage, c'est un fléau transfrontalière et se propage pour arriver même à la porte de l'Europe et menace aussi la vie civile et la stabilité et de la paix sociale dans ces États. C'est pour cette raison qu'il y a une responsabilité collective de la part à l'échelle internationale. Il faut tenir compte donc des règlements de droit international, des principes et buts de la Charte des Nations Unies et aussi la Charte des droits de l'homme et les droits international humanitaires. S'il y a cette coopération entre les États pour lutter contre le terrorisme, on peut aboutir à une solution qui satisfait tout le monde. Merci. Encore la dernière question, car on est obligé d'arrêter à 6 heures. Merci, madame, ma sœur.
Je suis Maria Grazia Caputo, des Sœurs Salésiennes de Don Bosco. Et je voudrais simplement pas poser de questions, mais remercier les organisateurs de ce side event et ceux qui ont parlé. Ce qui m'a frappé toujours, c'est la désinformation qu'il y a ici, en Europe. Et je le savais bien parce que nos sœurs sont sur le terrain. Et elles nous disaient ce qui passait. Et ça coïncide parfaitement avec ce que vous avez dit. Merci. La parole. Je peux parler ? Alors, merci de m'avoir accordé la parole. Ce que je veux annoncer, ce que je veux dire aujourd'hui, je suis jeune, je vais parler peut-être de quelque chose que vous allez être un peu surpris à mon âge de parler de ça, mais je trouve que la situation actuelle en Syrie et partout dans le monde arabe, c'est une question d'humanité. Ça n'a rien à voir avec... bien sûr qu'il y a de la politique, mais c'est plus sur ce côté humanitaire, c'est plus la paix, c'est plus ce sens humanitaire de citoyenneté, de l'amour de la vie, de l'amour des autres. On parle des gens qui se font massacrer chaque jour, en Syrie et ailleurs. On parle des enfants qui se font tuer, des enfants qui voulaient avoir un avenir, tout simplement. Donc je suppose que chacun peut s'exprimer, peut parler de ça. Et en effet, il y a du terrorisme et je suis très déçue de ça, surtout qui porte le nom de l'islam. En étant musulmane, je trouve que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais permettez-moi de vous poser une question très simple. Qu'est-ce qui a amené ces terroristes ? Qui leur a ouvert la porte? C'est pas Bachar el-Assad, parce qu'il voulait toujours rester avec son poste. Il était prêt à tuer tout son peuple égyptien, tout le peuple syrien, excusez-moi, pour garder son poste le plus longtemps possible. Ceci a ouvert la porte pour ces terroristes. C'est de là que ces terroristes ont apparu pour prendre place et se mettre et s'enforcer pour tuer et pour voilà. Et c'est pour ça que ça a touché Paris. Le terrorisme touche tous les pays du monde et pas que les pays arabes. Mais je veux dire que si on va pas directement viser Bachar el-Assad, qui est un dictateur et un criminel et aussi un terroriste parce qu'il tue des gens civils sans cesse, on va pas arrêter le terrorisme, on va pas arrêter les terroristes, que ce soit Daesh. Occidentale et du dégât du terrorisme intellectuel que font régner les États-Unis, l'État d'Israël et la France sur le Moyen-Orient. On vous remercie. Mademoiselle, vous aviez une question aussi. Oula, non, c'est en anglais. Accompanying the Kurdish National Council in Syria. All the time? Yeah. No, it's good. Like this. Okay. Yeah, I will repeat. I'm Claudia Fortunato. I'm accompanying the Kurdish National Council in Syria here to the Geneva talks. Kurdish National Council is one of the groups represented in the High Negotiation Committee, and I would like to ask you some questions regarding that alleged Western media conspiracy you depicted in your reports. Following your reports, Syria didn't try to suppress any peaceful demonstrations in the beginning of 2011, and Syria didn't release terrorists from the prisons around that period, and help by that the terrorism can grow. And also, like the Western media coverage is largely based on reports from Syrian people, from Syrian citizens, and you want to say that all these witnesses we have, that all these people lie. And the last question, you said that the High Negotiation Committee would be only Saudi agents and from Turkey and from Qatar. And you really think that, for example, the Kurdish National Council would
would be paid by Turkey, who is killing Kurds in southeastern Turkey. So please, that is not what a reasonable and serious discussion should be like, and please come back from that kind of conspiracy drawing reports, please. Pardon. C'est clairement, en fait, il y a un plan et qui a été annoncé dès les années 60 déjà. Et il a été annoncé par Condoleezza Rice et il a été dit à plusieurs reprises dans les médias qu'il y avait 7 pays qui devaient tomber, en fait, l'Irak, la Syrie, la Libye, le Soudan et d'autres pays, la Somalie aussi, dans les 7 ans. Et en fait, ça a pris plus de temps, donc il y a bien un plan qui est prémédité pour la déflagration, je peux dire, de tous ces pays. Ça, c'est un premier point. Ils ont commencé bien par l'Irak. Le prétexte était les armes de destruction massive qu'on cherche toujours. Mais il y a eu quand même des dégâts de quelques millions de morts. Et aussi, l'Irak est dans l'état actuel qu'on connaît. L'appareil, ça a été la Libye, où l'OTAN est largement responsable, et la France en particulier, largement responsable aussi de cette déflagration de la Libye, qui aujourd'hui, non seulement ils ont tué le Kadhafi, mais le pays s'est transformé en plateforme terroriste qui est une base de terrorisme qui va vers le monde entier. Troisièmement, pour la Syrie était effectivement un pays souverain et un pays qui était en voie de progression économique très importante. Je rappelle que la Syrie était quand même très autosuffisante sur le plan, en mars 2011 déjà, elle était autosuffisante sur tous les plans. Sur le plan alimentaire, sur le plan économique, sur le plan il y avait une très grosse progression au niveau de la comment dire? Hein? Oui, ok, j'abrège. Oui, et donc c'est important, et c'était alors que tous les pays occidentaux se débattaient dans une crise économique catastrophique, la Syrie accusait quand même 6 à 7% de progression. 2 secondes, je termine. Par ailleurs, par rapport aux Kurdes, je tiens à vous dire que, de toute façon, les Kurdes aussi, il y a aujourd'hui, ils ont eu tous les droits, les cartes d'identité, etc., dès juin 2011. Aujourd'hui, les Kurdes sont divisés, il y a trois parties au moins, une partie qui participe avec le groupe de Riyad, mais il y a aussi un groupe qui est aujourd'hui, qui reconnaît qui tient à rester qui est patriotique et qui tient à rester dans l'État syrien, et celui-là, et il y a aussi des opposants, mais ceux-là, la Turquie met une condition préalable, elle ne veut pas les accepter dans les négociations d'aujourd'hui. Alors, c'est très important quand même de voir ça, et de voir... Voilà. Docteur Viguier, juste, brièvement. Mademoiselle, merci beaucoup de votre question. De même, je suis très content d'être venu, d'avoir entendu les interventions des autres demoiselles, parce que, en tant qu'historien du droit, et cherchant de plus en plus je crois que je commence à bien comprendre la propagande occidentale, et mieux je la comprends, plus je m'en éloigne, et ça me permet de mesurer à quel point elle est encore prégnante sur les esprits. Donc je vous remercie de votre question. Juste dernière remarque, on ne vous a pas invité pour vous convaincre, mais pour vous donner un autre éclairage, un autre son de cloche, autre que la médiation d'intoxication. Si vous voulez l'accepter,
bienvenue. Si vous ne voulez pas, on ne vous oblige pas de l'accepter. Vous êtes formaté pour ne pas accepter de telles informations. Merci. Je vous remercie. La séance est terminée. Merci.